Alors, nous recevons ce matin le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences. Dans le cadre des travaux du comité consultatif sur la réalité policière, violence conjugale, oui, je vais le préciser. Je m'appelle Bernard Sévigny, je suis le coordonnateur du comité et je vais animer la rencontre de ce matin. Rapidement, alors, Madame Trou, Madame Coulombe, bienvenue aux travaux du comité. Je vous présente mes collègues rapidement, Madame Nicole Gibault et Madame Marlene Jennings, Monsieur Alexandre Matte et Monsieur Louis Côté. Alors, nous avons reçu au préalable votre mémoire. Les membres, évidemment, en ont pris connaissance. Je rappelle les consignes rapidement. Une présentation d'une dizaine de minutes. Et lorsqu'il va rester une minute, là, je vais me permettre de vous demander de conclure. Et ensuite, on va s'engager dans des échanges pendant une vingtaine de minutes avec les membres pour permettre d'approfondir un certain nombre de dimensions du mémoire que vous nous aviez soumis. Alors, si tout ça vous convient, Madame Trou, je vous laisse la parole, vous présenter et présenter les gens qui vous accompagnent. Et par la suite, lorsqu'on va commencer, on va partir le 10 minutes. Alors, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Donc, Mathilde Trou, je suis co-responsable des dossiers des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Et ce matin, je suis accompagnée de Sylvie Coulombe, directrice de la maison d'aide et d'hébergement Mikana à Amos, et de Edith Ouellette, co-gestionnaire de la maison des femmes de Québec à Québec, qui va normalement se joindre à nous dans quelques instants. Alors, vous avez la parole pour la présentation des éléments du mémoire. Donc, vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, bonjour et grand merci pour votre invitation. Nous sommes vraiment très heureuses de pouvoir vous présenter rapidement notre mémoire et de pouvoir répondre à vos questions. Donc le regroupement rassemble 43 maisons d'aide et d'hébergement qui sont spécialisées en violences conjugales. Elles sont présentes dans 15 régions du Québec et donc nos maisons sont autant en lien avec des grands services de police municipaux comme ceux des villes de Montréal et de Québec que des services de police, des grands services de police comme ceux des villes de Montréal ou de Québec ou des services de police municipaux ou des services de police de la SQ. Et il y a deux principales raisons à notre participation à cette consultation. C'est tout d'abord que nos maisons d'aide et d'hébergement soutiennent des femmes qui ont elles-mêmes recours aux services de police, mais nos maisons d'aide et d'hébergement sont aussi en lien direct avec les services de police de leur localité. Comme on a 10 minutes, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On voulait revenir sur 3 volets de recommandations. Puis le premier, ça serait vraiment l'amélioration de la qualité des interventions policières auprès des victimes de violences conjugales. On avait toute une série de recommandations dans notre mémoire. Donc la première, ça serait que le ministère de la Sécurité publique organise régulièrement des inspections quant à l'utilisation du guide de pratique policière en matière de violences conjugales. Pardon. Et de l'aide-mémoire, prévenir l'homicide de la conjointe. Donc, ça serait vraiment pour vérifier que ces outils sont premièrement bien compris, mais aussi bien appliqués par les différents services de police. Ensuite, on a recommandé toute une série de processus pour vraiment soutenir et soulager les victimes lorsqu'elles témoignent. Donc, ça serait que leur témoignage soit systématiquement pris sur vidéo. Que tous les éléments de preuve disponibles soient recherchés et inclus dans le dossier d'enquête pour faire en sorte que la preuve ne repose pas uniquement sur le témoignage de la femme. On aimerait également que les femmes victimes de violences conjugales soient accompagnées par une intervenante de maison ou à tout le moins une intervenante psychosociale lorsqu'elles discutent des faits avec les policiers et les procureurs. Puis ça, on a vu que c'était vraiment une pratique qui était gagnante autant pour la femme parce qu'elle se sent plus épaulée, plus soutenue, mais aussi pour les policiers parce que c'est souvent des moments qui peuvent être assez émotifs. Puis quand la femme a pu être accompagnée par une intervenante, ça permet qu'elle est mieux préparée, qu'elle sait mieux quoi raconter, de quelle manière. Puis c'est vraiment un soutien qui est bénéfique pour toutes les parties présentes. On recommande aussi que la présence de violences sexuelles, qui est encore vraiment tabou chez les femmes victimes de violences conjugales, soit investiguée sans préjugés aussi quand une femme vient porter plainte.
Et enfin, on pense que des équipes spécialisées en violence conjugale, comme il en existe déjà dans les services de police de Gatineau et de Québec, sont vraiment un élément gagnant aussi parce qu'ils ont une meilleure connaissance de la violence conjugale, de ses impacts, et donc ça se ressent vraiment dans leur qualité d'intervention auprès des victimes. Même si on sait que ce ne sera pas possible qu'il y ait des équipes spécialisées dans tous les services, il pourrait y avoir des personnes ressources auxquelles les policiers pourraient communiquer aux besoins. Puis on voudrait aussi saluer quand même, il y a certains services de police qui mettent en place des processus de leur propre chef, puis qui sont vraiment gagnants, comme venir dans les maisons d'aide et d'hébergement directement pour recueillir la plainte des femmes, ou aller les chercher à leur domicile, les amener au poste de police. Puis ça, c'est des petites choses qui font vraiment que les femmes se sentent soutenues, crues, entendues par leur service de police, et ça, on voudrait saluer ces initiatives. Le deuxième, ça porterait sur la formation. On sait que la violence conjugale, c'est une problématique qui est complexe. Ça a des impacts qui sont vraiment multiples sur les femmes et les enfants. Puis, à juste titre, ça peut vraiment causer des incompréhensions et du découragement chez certains policiers et policières quand ils vont 10-15 fois au même domicile pour une intervention en violence conjugale, mais que la femme ne veut pas quitter son conjoint, ou quand la femme va finalement décider de quitter son conjoint mais qu'elle va retourner avec lui. Là, ça peut créer de l'inquiétude pour la sécurité de la femme chez les policiers. Ou quand des femmes vont finalement décider de porter plainte, puis quelques jours après, elles vont retirer leur plainte. On sait que ça peut être frustrant, ça peut être décourageant, mais on est vraiment convaincus qu'avec une meilleure formation, ça va vraiment soutenir les policiers pour les aider à mieux comprendre la réalité des femmes victimes de violences conjugales et les décisions aussi qu'elles peuvent prendre. À cet égard-là, on avait plusieurs recommandations aussi dans notre mémoire. Donc, la plus importante, ça serait vraiment une formation continue sur la problématique de la violence conjugale pour tous les intervenants, c'est-à-dire policiers, patrouilleurs, enquêteurs, et faire en sorte que cette requalification soit obligatoire pour que les policiers et policières soient toujours à jour dans la connaissance de la violence conjugale. Et on aimerait insister aussi particulièrement pour les patrouilleurs, parce que bien souvent, c'est eux qui arrivent, sont les premiers intervenants sur une scène de violence conjugale. Puis il y en a aussi beaucoup qui vont prendre en charge les dossiers d'enquête en violence conjugale. Et ça serait très important de les sonder pour savoir s'ils se sentent bien outillés, bien soutenus, puis de quels outils, de quel type de formation ils auraient besoin. Peut-être par exemple une formation en enquête spécialisée en violence conjugale. Ça pourrait être aussi un outil adéquat. Et une autre recommandation, ça serait d'organiser régulièrement des journées d'actualisation des connaissances en violence conjugale, puisque la dernière et unique date de 2017. Pour tout ce qui touche à la formation, c'est sûr que nos maisons, en tant qu'expertes en violence conjugale, seraient vraiment très heureuses de pouvoir mettre leur expertise à disposition des services de police. Et sur ce point plus précis, je vais laisser la parole à Sylvie. Alors, bonjour. Moi, je vais vous parler particulièrement de la collaboration, de l'importance, en fait, de la collaboration entre les services de police et les maisons d'hébergement. Parce que les policiers, c'est souvent les premiers appelés sur les scènes de violence et les maisons d'hébergement, par leur mission d'intervention globale, par leur proximité avec la population, le fait qu'elles sont accessibles 24 heures sur 24, il y a toujours une intervenante qui est là prête pour les accueillir. C'est quelque chose qui peut être très aidant lorsqu'un policier arrive sur une scène. Et on est conscient aussi que les policiers, ce n'est pas des intervenants psychosociaux. Donc, la connaissance pointue de la problématique, les maisons d'hébergement, nous l'avons. Nous pouvons expliquer qu'est-ce qui fait que les femmes vont retirer leur plainte, qu'est-ce qui fait que là, la violence va être justifiée, excusée. Alors, un des moyens qu'on préconise dans notre mémoire, c'est la signature de protocoles de référence avec les policiers. Pourquoi particulièrement les policiers avec les maisons d'hébergement? Ben, c'est un peu comme je vous l'ai dit, parce qu'on est accessible 24 heures sur 24. Il y a plusieurs régions qui ont approché leur service de police pour la signature de protocoles. Et malheureusement, ils se sont fait répondre que c'est trop lourd administrativement de signer les protocoles avec plusieurs maisons.
Nous, ce qu'on regardait, ce qu'on amène en fait comme solution, c'est qu'il y aurait un protocole unique, les services de police et le regroupement des maisons d'hébergement. Donc là, tout le monde parlerait le même langage. On aurait le service direct avec les victimes, direct et immédiat, parce que plus on ajoute de référents, plus il y a de risques je vais dire échappe, qu'on échappe une victime, parce qu'un coup qu'on a raconté pardon, notre histoire une première fois, on n'a pas toujours le goût de refaire un deuxième appel parce que c'est vraiment des situations hautement émotives. Souvent, les femmes ont honte, elles pensent que c'est leur faute. C'est beaucoup. Ah, je suis en train de rentrer. Bon, ça marche. Je ne sais pas, il y a peut-être un problème avec l'iPhone. Pourtant, le test avait été fait avec ça, mais je vous laisse. Merci, au revoir. Bonjour, Madame Ouellette. Bonjour. Vous nous entendez? Oui, bonjour, oui, je vous entends. Oui, bonjour. En fait, désolé, on a changé d'appareil. Le test avait été fait avec mon iPhone. Tout fonctionnait au test, mais bon, là, on a changé d'appareil, puis on n'a pas trouvé l'origine du problème, mais on a réussi à se connecter. Bon, ben pas de problème. Alors, bienvenue. Je vais demander à Mme Coulombe de poursuivre la présentation. Allez-y, Mme Coulombe. C'est ça, j'étais en train d'expliquer l'importance du référencement direct entre les policiers et les maisons d'hébergement, étant donné qu'on est des services 24/7, on est partout en province aussi. Et puis, il y a des modèles existants qui ont fait leurs preuves et je me trouve privilégiée d'être dans une de ces régions-là. On a un protocole qui est à Ville-Marie, au Témiscamingue, et à Amos aussi, à la maison Mikana. Et ces protocoles-là, depuis leur existence, ont grandement aidé les policiers. Les policiers se sentent soutenus parce que quand ils arrivent sur les lieux du crime, ils peuvent donner le numéro de téléphone à la femme, puis la femme, elle nous parle directement. Donc, cette intervention-là, ils n'ont plus à la faire. Quand il y a des problématiques au niveau de la sécurité, ils peuvent venir porter la femme directement à la maison d'hébergement. Ils n'ont pas non plus à se soucier, est-ce qu'il reste de la place là, faire 3, 4 téléphones, ou que ça passe par un autre organisme qui a plusieurs téléphones, il n'y a pas de place. Puis nous, on va toujours accepter la femme et les enfants parce qu'on héberge aussi des enfants. Et puis, même si c'est durant la nuit, si la maison est pleine, on s'organise, on sort des matelas, on est vraiment très débrouillard et équipé pour recevoir tout le monde. Puis le lendemain, on va évaluer avec la femme ses besoins. Donc, au niveau de la sécurité, je pense que ça répond à un grand besoin. Puis le policier, quand il retourne chez eux après son quart de travail, il n'y a plus l'inquiétude. Bon, la femme est restée, il n'y a pas de place, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que ça, pour avoir parlé à des policiers, c'est vraiment aussi un gros stress vis-à-vis des policiers. Et puis, ces protocoles de référence, vous me direz si je m'étends trop. Oui, bien, regardez, vous avez encore une minute avant la période de questions. Alors. OK. Bon, ben, je vais arrêter là, puis je vais laisser Edith expliquer par rapport à la formation. Puis, s'il y a des questions, je pourrais élaborer davantage. Excellent. Madame Ouellette, la parole est à vous. Oui, alors, je vais y aller rondement avec nos dernières recommandations. En fait, là, on voulait parler, en fait, une de nos recommandations, ce serait vraiment d'une formation, d'avoir une formation qui est donnée par les maisons membres du regroupement sur la violence conjugale directement aux policiers. Dans le fond, nous, c'est ça que ça fait plusieurs années qu'on travaille avec les victimes de violence conjugale. On a quand même une expertise, là, qui est reconnu là, sur cette problématique-là. Donc, on serait disponible vraiment à donner cette formation-là aux policiers. Comment on conçoit ça, en fait? Ça pourrait être une formation qui serait donnée une fois par année. Les objectifs seraient vraiment de présenter, en fait, qu'est-ce que c'est notre rôle, quel service qu'on offre pour vraiment travailler en collaboration, puis de quelle façon aussi, nous, on peut prendre le relais par rapport au processus aussi, là, entre autres, le judiciaire, accompagnement psychosocial et tout, par rapport à la victime et par rapport aussi aux enfants. Ça nous permettrait aussi de travailler en concertation pour évaluer justement les risques au niveau de la dangerosité du conjoint, de la sécurité là, des femmes et des enfants. Ça nous permettrait également de conseiller sur les bonnes pratiques en lien avec les interventions en violence conjugale. Comme c'est une problématique complexe, c'est des interventions quand même particulières qu'il faut faire, la façon d'amener aussi
présenter notre approche, nos interventions, nos arguments. Donc, c'est quand même, il y a quand même des particularités là, à bien saisir, puis les sensibiliser justement aux impacts d'une intervention adéquate sur la suite du processus là, avec les femmes, entre autres justement dans le processus judiciaire. On voit là, déjà, là, il y a certaines maisons membres qui sont en collaboration avec des services de police de leur région. On voit vraiment concrètement la différence. On a une bonne collaboration, beaucoup de référencement. Les impacts positifs se voient dès les premiers mois. Les policiers se sentent vraiment plus outillés, plus en mesure d'intervenir aussi avec les femmes. Ça permet là, une continuité là, au niveau des connaissances, de la problématique, des enjeux spécifiques là, liés à la violence conjugale. Donc, comme je dis, là, les policiers se sentent davantage en mesure de soutenir, se sentent davantage en mesure d'outiller les femmes aussi. Le problème, c'est que présentement, ces formations-là ne sont pas données de manière obligatoire. Sont pas régulières non plus. Fait que ce qu'on voit, c'est que souvent, les bonnes pratiques se perdent avec le temps. Et aussi, les nouvelles recrues, donc, n'ont pas accès au contenu de ces formations-là. Donc, quand même, c'est des enjeux qui ont un impact. Aussi, là, avec notre dernière commande. Oui, rapidement, allez-y. Très rapidement, mais en fait, pour que nos recommandations soient appliquées, qu'il y ait un suivi par rapport à tout ce qu'on vient de nommer, on propose la création d'un comité conjoint entre le ministère de la Sécurité publique et des groupes spécialisés en violence conjugale. Donc, la dernière instance, là, le modèle qui se réfère un petit peu à ce qu'on propose, ça remonte à 2003 avec le comité Femmes et Justice qui avait été à l'initiative du ministère de la Justice. Donc, on encourage vraiment un comité qui pourrait se rencontrer de 1 à 2 fois par année, qui permettrait de discuter vraiment des mesures à améliorer ou des nouvelles mesures à mettre en œuvre pour mieux accompagner les femmes victimes et leurs enfants, puis soutenir aussi les policiers là, dans leur travail sur le terrain. Donc, j'ai été rapidement. Ben, merci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, votre mémoire est d'une grande qualité, là, je voulais vous le dire. On va procéder maintenant à la période de questions avec Madame Nicole Gibault. Madame Gibault, c'est à vous. Oui, bonjour, mesdames. Merci beaucoup d'être là. Puis je pense que dans la période de questions, on va pouvoir extrapoler sur d'autres sujets. Là. Moi, ce qui m'intéresse, 2 choses. Témoignages, vous parlez de témoignages sur vidéo. C'est pas toujours pris sur vidéo, ou presque. Et on ne fait pas de KGB, on ne fait pas de façon générale. Est-ce que c'est plutôt... je suis un peu surprise parce qu'au niveau judiciaire, je l'ai vu souvent qu'on a pris des vidéos. Et pour les témoins, ça, c'est une autre chose. Là. Je trouve que c'est une bonne recommandation. Premier volet de ma question, je vais vous laisser répondre à ça. J'ai une interrogation là-dessus. Oui, bah, je peux y aller peut-être. En fait, c'est vrai que c'est quand même une pratique qui est assez développée actuellement, mais on voit que dans certains services de police, peut-être c'est une question de matériel. Il n'y a peut-être pas assez de caméras partout, mais c'est ça, c'est quand même déjà bien appliqué, mais pas encore uniformément. OK. Au niveau de la deuxième partie, au niveau de la formation, est-ce que, là, je suis... vous demandez évidemment que cette formation-là soit obligatoire, la formation, parce qu'on comprend que la violence conjugale a beaucoup évolué, là, puis c'est vraiment spécialisé. Je pense que tout le monde le comprend maintenant. Alors, cette formation-là, est-ce que vous seriez prête à vous investir à l'École nationale de police, dans les cégeps, etc., pour aller donner de la formation, entre autres, et aussi, si vous investir dans peut-être un bracelet de sécurité pour les victimes. Alors, ça serait un éventail de formation sur tout ça. Oui, ben, je peux peut-être commencer, puis Edith et Sylvie, n'hésitez pas à compléter. Nous, bien évidemment, on serait disponible pour les formations. C'est ça, c'est comme le disait Edith, il y a déjà certaines maisons qui vont en donner à leur service de police, mais il y a certains services de police qui, par manque de temps ou de personnel, ne peuvent pas faire de formation en violence conjugale, mais on serait bien évidemment très heureuse de pouvoir le faire. Et pour la dernière journée d'actualisation des connaissances en violence conjugale, nous, on était partie prenante de cette journée, où en fait, ça a été organisé par l'École nationale de police avec différents services de police. Et chacune de nos maisons était allée dans le poste de police durant cette journée-là pour pouvoir répondre aux questions en même temps qu'il y avait cette formation. Donc, là encore, on serait vraiment très heureuse de pouvoir participer à la prochaine et de faire en sorte qu'elle soit organisée régulièrement.
Pour la question sur les bracelets électroniques, donc ça, on a entendu l'annonce de la ministre de la Sécurité publique hier. Nous, on est vraiment... on est très positif sur le fait de lancer une étude de faisabilité, mais il ne faudrait pas que cet outil qui semble positif ait quand même des effets pervers sur la victime, parce qu'on le voit, il y a certains conjoints qui vont pouvoir se mettre juste derrière la limite où ils peuvent approcher leur conjointe pour quand même leur faire comprendre qu'ils sont là et continuer à faire leur harcèlement, mais à distance. Il y a aussi, bon, s'il y a des bris de conditions par rapport à ce bracelet-là, il faudrait que les services de police en tiennent compte, parce que là, pour le moment, quand on voit qu'il y a des bris pour le 810, malheureusement, ce n'est pas toujours pris en compte par les services de police. Donc, il ne faudrait pas qu'une solution remplace l'autre, mais qu'il y ait toujours des problèmes. Et puis, bon, il ne faudrait pas que surtout que ça crée un faux sentiment de sécurité pour les victimes. Sylvie, Edith, je ne sais pas si vous voulez poursuivre là-dessus. Oui, je pourrais peut-être compléter sur les bracelets d'abord. Je pense qu'il faut aussi tenir compte de la réalité géographique de la province. Quand on est sur un grand territoire et que là, le conjoint dépasse la limite, le temps que les policiers se rendent, ça peut prendre 2 heures, 3 heures parce qu'on n'a pas beaucoup d'effectifs en région. Ça, c'est d'ailleurs un problème aussi. Et le temps que les policiers se rendent, je pense que ça ne pourra pas éviter une catastrophe, là. Fait qu'il y a quelque chose à mettre en œuvre en parallèle avec ces bracelets-là. Et puis, pour la formation, nous, depuis la signature de protocole, on a rencontré toutes les équipes du service de police de notre communauté. Et là, on le fait une fois par année systématiquement, mais à chaque fois qu'il y a des problématiques spécifiques aussi, on se rend compte. On a une personne de référence au poste, puis une personne de référence aussi à la maison d'hébergement. Donc là, on peut rapidement poser nos questions, discuter de la problématique, puis après ça, de faire rayonner là, dans nos services respectifs. Et on a aussi la chance d'avoir des policiers dévoués, même s'ils sont en petit nombre, parce qu'ils viennent aussi rencontrer l'équipe des travailleuses. Ils peuvent venir rencontrer des femmes aussi pour répondre aux questions. Donc, c'est vraiment aidant. Ça va, Mme Gibault? Mme Jennings, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Votre mémoire était très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. Vous avez parlé des protocoles d'entente entre certaines maisons d'hébergement de femmes violentées dans une situation conjugale et un service de police. Et Madame Coulombe, vous parlez beaucoup de le protocole d'entente que vous avez avec le service de police de votre région et comment ça fonctionne bien. 43 maisons d'hébergement, combien ont des protocoles d'entente? 1. Savez-vous? 2 seulement. Et les 2 services de police avec lesquels il y a des protocoles d'entente, est-ce qu'eux ont pris de leur propre chef de devenir l'avocat de ces protocoles d'entente avec leurs collègues dans les 41 autres territoires où il y a des services de police? Parce que souvent, on sait, c'est la police qui va convaincre leurs collègues de bien-être, etc. Alors, est-ce qu'il y a une campagne? Est-ce que... Quoi? Ben, je pourrais répondre. Nous, le protocole de Ville-Marie a été signé avant celui d'Amos. Et lorsqu'on a approché les policiers d'Amos pour la signature du protocole, ils se sont référés à leurs collègues de Ville-Marie. Comment ça se passe? Est-ce que ça va bien? Et à ce moment-là, devant une expérience qui était bénéfique, ils ont accepté de faire la démarche avec nous, sauf que présentement, il y a une embûche au niveau du mot d'ordre provincial de plus signer de protocole avec les maisons d'hébergement. C'est qui a donné ce mot d'ordre? Je peux y aller, Sylvie, si tu veux. Oui, en fait, c'est ça. On a eu une conversation téléphonique avec une personne de la Sûreté du Québec qui nous a dit que, en fait, ces protocoles, comme ils sont signés individuellement, ça causait beaucoup de lourdeur administrative parce que ces protocoles doivent passer à leur service contentieux pour être approuvés.
et qu'eux préféraient qu'il y ait un protocole avec une autre entité régionale qui serait par exemple SOS violence conjugale. Sauf que pour nous, ce n'est pas une bonne solution parce que ça multiplie les contacts pour les femmes. C'est-à-dire que là, les policiers devraient appeler SOS violence conjugale qui sera en contact avec la femme et ensuite SOS mettrait en contact avec la maison. Donc la femme devrait raconter à nouveau son histoire. Et ça multiplie aussi les interlocuteurs pour les services de police qui là sont perdus entre plein de monde à appeler et vraiment, je les comprends parce que ce n'est pas évident. Donc là, c'est nous, l'embûche est là et on va poursuivre nos discussions avec la Sûreté du Québec parce qu'on aimerait vraiment que ces protocoles soient en place avec chaque maison d'hébergement. Un petit complémentaire, M. Sévigny. Allez-y, Mme Jennings. Compte tenu qu'il y a 2 protocoles d'entente et j'imagine que sont pas mal semblables, pourquoi la Sûreté du Québec n'approuverait pas comme modèle un ou les 2 et à ce moment-là, dans les territoires, le policier commandant décisionnel, qui a le pouvoir décisionnel, est autorisé de signer un tel modèle d'entente avec là où les maisons d'hébergement sur son territoire. Ben, c'est ce qu'on aimerait beaucoup. Okay. Donc, on va poursuivre nos discussions parce qu'on pense que c'est un modèle gagnant pour les services de police et pour les victimes. Et je peux vous dire que c'est très important qu'est-ce que vous venez de dire parce que tout le monde sur le comité l'a entendu. Et vous savez, on a un rapport à faire. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mme Jennings. Monsieur Matt. Oui, bien, ça va être dans la même lignée. Écoutez, vous êtes le 4e organisme qui souhaite recevoir les appels des femmes qu'on rencontre. On a rencontré CAVAC qui souhaite recevoir les appels. On a rencontré la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, qui eux autres aussi disent que les appels devraient rentrer chez eux. On en parle régulièrement à la télé ou c'est SOS violence conjugale. Et vous êtes le 4e organisme. Donc, effectivement, il y a un peu de travail à faire là-dessus pour qu'il y ait seulement qu'un point de chute. Je comprends les organisations policières d'être un peu mêlées dans tout ça. Mais le vrai point de chute, si vous voulez rejoindre toutes les organisations policières, ce serait l'Association des directeurs de police qui chapeaute l'ensemble des organisations policières au Québec. Je pense qu'il y a un protocole à passer, peut-être qu'il passe par l'Association des directeurs de police. C'est peut-être plus un point d'observation qu'une question, mais c'est juste pour vous dire qu'on est rendu au 4e organisme. Mais si je peux me permettre, nous, on serait très heureuse que les victimes arrivent soit dans nos maisons ou dans les maisons de la Fédération, parce que nos 43 maisons ne couvrent pas tout le territoire du Québec. Après, pour ce qui est des CAVAC, comme Sylvie l'a très bien dit, puis je te laisserai compléter, Sylvie, nous, on est des organismes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, contrairement aux CAVAC. Et SOS violence conjugale est une très très bonne porte d'entrée pour les victimes de violences conjugales, mais quand il y a une intervention directe des services de police, nous on trouve que c'est plus pertinent que les femmes aillent directement en maison la plus proche plutôt que de passer par un autre interlocuteur qui va de toute façon les rediriger vers la maison. Sylvie, je pense que tu veux les compléter. Oui, Mme Coulombe, allez-y. Oui, bien, c'est un peu dans le même sens. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de regarder c'est quoi le meilleur intérêt des victimes, qu'est-ce qui est le plus soutenant pour les policiers. Je pense que c'est ça qui devrait guider nos interventions. Okay. Peut-être en complément, oui. Est-ce que vous souhaitez recevoir que les personnes qui ont besoin de l'information sur les personnes qui ont besoin d'hébergement ou si c'est l'ensemble des victimes? Parce que les femmes qui sont victimes ne s'en vont pas tous en hébergement. Des fois, ils vont trouver une ressource dans la famille ou ailleurs. Ben, si je peux me permettre, au niveau de notre mission, on fait l'hébergement, mais on fait aussi beaucoup de choses. Nous, on privilégie l'intervention globale. On fait ce qu'on appelle les services externes. Donc, il y a des femmes qui ne sont pas hébergées, qui peuvent venir nous consulter. On peut faire aussi des accompagnements à la cour chez le médecin, des recherches de logement. Puis la même chose pour les enfants aussi. On offre les services à l'interne et à l'externe, tant pour les femmes que pour les enfants. OK. Ça va, M. Matt? Oui. Moi, j'aurais deux questions. Je veux revenir sur l'usage de la grille prévenir l'homicide de la conjointe. Vous dites que c'est plus ou moins appliqué par les policiers. Et là on parle du travail policier réellement sur le terrain. D'une part,
J'aimerais vous entendre là-dessus. Et l'autre élément, c'est les retards de publication statistique. Est-ce qu'à votre connaissance, c'est parce que ces statistiques ne sont plus produites par le MSP ou c'est parce qu'elles ne sont pas communiquées aux organismes? Mais Madame je Trou, pourrais, peut-être? Oui. oui, je pourrais répondre sur les statistiques. Je laisserai mes collègues sur la grille, l'annexe. Pour les statistiques, je pense c'est simplement un retard administratif parce que c'est ça, cette année, c'est les statistiques de 2016 qui sont sorties. J'ai demandé auprès du cabinet de la ministre de la Sécurité publique quand est-ce que des statistiques plus récentes allaient être publiées. Puis c'est ça, son cabinet devrait me revenir rapidement. Donc, je pense que c'est juste un retard. D'accord. Et pour la question de la grille, Mme Ouellette, Mme Coulombe? Je peux y aller. En fait, c'est sûr que je pense que c'est à géométrie variable, justement. C'est nous, dans notre région à Québec, on a le service de police de Québec. On constate qu'eux l'appliquent quand même assez régulièrement, puis on voit vraiment qu'il y a une bonne évaluation, une bonne intervention aussi au niveau des femmes, sont bien redirigées aussi. Puis, tu sais, moi, c'est mes observations, mais ça peut être variable aussi ailleurs. Avec la SQ, c'est un peu plus difficile aussi. J'ai l'impression, souvent les interventions, on voit qu'ils ne se réfèrent pas nécessairement au guide là, systématiquement. Il y a beaucoup d'interventions qui sont inadéquates aussi. Fait que ça transparaît, je veux dire, au niveau des interventions. Puis je pense que c'est à géométrie variable. C'est sûr que le service de police de Québec se l'approprie énormément, mais il y a une équipe spécialisée en violence conjugale aussi là, qui siège sur la table Carrefour, violence conjugale Québec Métro. Donc, ils sont très sensibilisés, cette équipe-là, et dans le fond, ils se servent de cet outil-là là, en tout temps. Mais c'est sûr aussi qu'ils ont accès à beaucoup de choses au niveau de la violence conjugale. C'est des rencontres qui sont très régulières, donc ils se l'approprient. Fait que ça apparaît, on voit vraiment une différence, on voit vraiment un impact, autant au niveau des premières interventions sur le terrain que pour la suite aussi des procédures. Donc, je pense que ce serait vraiment important que ce guide-là soit vraiment utilisé de façon systématique là, par tous les services de police. Là. C'est bien. Madame Gibault. Oui, c'est une remarque que vous avez faite tantôt. Vous avez dit que vous avez des policiers, plutôt dans votre coin, l'expérience que vous avez, qui sont extrêmement impliqués. C'est quels policiers, dans quelle région municipaux, Sûreté du Québec, quel genre de policiers s'impliquent à ce point-là, selon vous? En fait, comme nous, dans le fond, moi, c'est la région de Québec, capitale-nationale. Donc, le service de police de la ville de Québec a une équipe spécialisée en violence conjugale. C'est une équipe qui regroupe 12 individus, un sergent détective et 11 lieutenants-détectives, qui sont très, très impliqués, sont très présents, dans le fond, au niveau... Nous, on a une table de concertation. Dans la capitale nationale, avec tous les acteurs qui œuvrent directement là, auprès des victimes de violences conjugales. C'est une table qui est très, très, très active, qui donne des formations, qui donne des consultations. Il y a des rencontres une fois par mois à peu près. Le lieutenant détective, Martin, est toujours présent à ces rencontres-là. Souvent, il est accompagné d'un autre lieutenant aussi, là, lors des rencontres. Donc, ils ont vraiment accès à notre analyse, à la mise à jour de nos outils, à nos interventions, à notre approche, à la réalité, sont vraiment plus au fait de la réalité là, des victimes de violences conjugales, sont très, très, très sensibilisés et on voit là, vraiment qu'ils utilisent le guide des pratiques policières là, de façon probablement, moi je pense systématique parce que de mes observations, c'est ce que je vois là, en tout temps. Donc, ils sont très impliqués, puis il y a une très belle collaboration. On a énormément de référencements. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment significatif. Tandis que là, c'est sûr, c'est un comparatif que je fais dans ma région, mais au niveau de la SQ, je pense que c'est très, très peu utilisé, ce guide-là. On voit vraiment, des fois, là, des interventions, j'oserais dire inadéquates, là, des fois qui portent préjudice des fois aux femmes ou une mauvaise analyse là, de la problématique, tant au niveau des enjeux de sécurité qui sont à évaluer qu'au niveau de l'accompagnement. Donc, je trouve que c'est quand même important, cette belle implication-là. On est privilégié d'avoir cette équipe-là là, dans la région de la capitale nationale, là, justement. Donc, on a toujours aussi une personne de référence à qui se référer si on a des questionnements, si on veut travailler en collaboration. Ils sont très rapides aussi, on leur écrit, on communique avec eux par téléphone. Donc, c'est vraiment très, très riche là, pour notre région. Puis, ça transparaît dans notre collaboration. Ça va, madame? Oui, allez-y. Dans les autres régions, quel corps de police, selon vous,
Je ne sais pas, là, on parle de Québec, mais est-ce que vous avez un éventail ailleurs? J'ai l'impression qu'on est pas mal une des seules régions, là, en ayant pris le pouls un peu là, de nos maisons membres, qui a une telle équipe spécialisée là, en violence conjugale. Non, je ne parle pas d'équipe spécialisée. Là. Okay. Les implications sur les le implications. terrain. Je ne sais pas, Sylvie, si tu voulais, je sais que toi, quand même, tu as une bonne collaboration, entre autres, avec la SQ aussi. Je pense que c'est encore une fois, c'est la géométrie variable, mais... Moi, je peux aussi parler pour la région d'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement à Amos et Ville-Marie, où on a les protocoles de signer. Les policiers sont très impliqués. Comme je disais, ils viennent rencontrer les femmes. Par exemple, on a eu une intervention malheureuse qui a été faite, des policiers qui ont dû intervenir sur une scène de violence conjugale où il y avait un jeune enfant qui était présent. Puis, je ne vous cacherai pas que des fois, on entend encore, je ne sais pas ailleurs, là, mais en région, ça nous arrive encore d'entendre toutes sortes de sobriquets à l'égard des policiers. Et cette femme-là a été hébergée dans la maison avec son enfant. Puis nous, quand on a constaté ça, on a contacté le policier, puis on lui a demandé de venir nous rencontrer, s'il voulait venir rencontrer la femme, l'enfant. Il s'est déplacé pour venir le voir. Il a passé un temps avec l'enfant. Il a prêté sa casquette. Puis ça a vraiment permis de défaire ces préjugés-là, puis d'augmenter le lien de confiance après. Cette femme-là, quand on en parle à d'autres aussi, elle voit un visage humain aussi, les policiers, puis les petits grandissent avec ça aussi. Fait que ça, c'est un exemple d'implication. On a fait une vidéo pour les 12 jours d'action contre la violence conjugale. Il y a un policier qui a participé aux vidéos en disant qu'est-ce que les voisins peuvent faire s'ils sont témoins. Il y a vraiment beaucoup de belles collaborations. Merci. Puis je pense que ça vaut la peine de souligner ça aussi. Madame Jennings. Est-ce qu'il sera possible que vous nous transmettez copie de ces 2 protocoles d'entente? Merci beaucoup. Merci. Alors, le temps file. Moi j'aurais peut-être une dernière question dans le mémoire qui porte sur la collecte et la cueillette de la preuve. Vous dites que ça ne devrait pas reposer seulement sur la victime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous souhaiteriez que la victime soit accompagnée dans ce processus-là avec les policiers et les enquêteurs sur la collecte de la preuve. J'aimerais juste bien comprendre sur le terrain là, comment, qu'est-ce que vous souhaitez comme changement? En fait, ça serait plus parce que dans certains cas, on s'est rendu compte que c'était seulement le témoignage de la femme qui était pris en compte pour monter le dossier. Et nous, on aimerait que, par exemple, sur une scène d'intervention en violence conjugale, s'il y a besoin qu'il y ait des photos qui soient prises, que le rapport, qu'il y ait accès au rapport médical, s'il y a des blessures, que les amis, les proches de la femme soient aussi interrogés pour que ça fasse un dossier d'enquête qui soit vraiment complet sur les comportements de l'agresseur et que ce ne soit pas juste uniquement le fardeau de la femme de démontrer qu'elle est victime. C'est clair. Bon, mais écoutez, le temps a filé. On a eu le temps, je pense, d'aborder les principaux points que nous voulions faire avec vous. Merci beaucoup d'abord pour la qualité du mémoire, encore une fois. Merci pour votre disponibilité, de nous avoir permis d'en discuter avec vous. C'est très apprécié. Alors, vous allez nous permettre dans ce volet-là, et je comprends qu'il y a eu d'autres rapports qui ont été déposés, etc. Mais le volet relations policiers avec les intervenants et les clientèles, c'est extrêmement important. Alors, merci d'avoir contribué à notre réflexion. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très apprécié également. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. À vous. Au revoir. Et je